Bonjour à tous. Au cours de ces 2 jours, vous allez avoir des présentations sur les différents enjeux des filières avicoles. On en a vu quelques-uns au cours de la journée sur le sanitaire, sur le bien-être animal. L'objectif de cette présentation, c'était de replacer ces enjeux dans un contexte global, d'un contexte beaucoup plus large, et surtout dans le cadre, toujours avoir en présence à l'esprit qu'on est actuellement, et particulièrement dans le secteur de la volaille, dans une économie ouverte avec des enjeux concurrentiels importants. La présentation en 2 parties. Je vais vous présenter la place, on va dire, les évolutions des acteurs mondiaux des filières sur le poulet de chair. Et Paul va plus spécifiquement dérouler sur les enjeux pour la filière française. Quelques mots de rappel de contexte. Vous avez ici l'évolution du commerce mondial des viandes de volaille depuis les débuts des années 90. Ce qui le fait marquant, c'est au début des années 90, au milieu des années 90, plutôt l'émergence d'acteurs importants des filières mondiales. Et je citerai notamment le Brésil et la Thaïlande. Et vous me direz, oui, mais les États-Unis et l'Union européenne, au début en tout cas, avaient des volumes d'exportation beaucoup plus importants. La différence, et c'est de plus en plus marqué avec l'évolution notamment de la filière grand export en France, c'est que aux États-Unis et encore plus en Europe, on ne produit pas de poulet pour exporter vers les pays tiers. Ce qu'on exporte majoritairement, c'est des histoires d'équilibre matière. Tandis qu'au Brésil et au Thaïlande, il y a réellement des poulets, des productions qui sont mises en place pour adresser des marchés internationaux. Aujourd'hui, le Brésil est le premier exportateur mondial en volume et en valeur, avec près d'1 tiers de part de marché. Et la Thaïlande, malgré sa petite taille, sa relative faible production, représente quasiment 15% de part de marché à l'export. En termes d'évolution, si on regarde le marché européen, vous avez la courbe, c'est l'évolution des exportations de viande de volaille en valeur, et les barres, l'histogramme, représentent la part que prend l'Union européenne dans ses exportations mondiales. Et il y a un fait marquant qui est la signature de l'accord de Marrakech et la mise en place de l'ALENA en 1994, la zone de libre-échange nord-américaine. Mais finalement, ça a été un facteur de développement du commerce, mais pas le principal. En fait, si on regarde en fait, l'Europe, en fait, l'Union européenne a contribué fortement, notamment au débouché des principaux exportateurs mondiaux, je pense notamment au Brésil et à la Thaïlande, dans une période comprise entre la crise financière asiatique, puisqu'en fait, c'était dans un contexte de déprise économique dans un certain nombre de pays, c'était quand même une zone de relative stabilité économique, et surtout une zone où il restait un pouvoir d'achat fort pour acheter des produits à valeur ajoutée, alors que le pouvoir d'achat pouvait baisser dans d'autres régions. Et l'autre facteur qui a été borné par la crise financière mondiale qui a touché l'ensemble des économies. Et petit à petit, on constate que l'Union européenne, en tout cas en termes de débouché mondial, perd peu à peu de l'importance relative. Et j'insiste bien là-dessus, on y reviendra après. Le développement des exportations vers l'Union européenne se sont faites principalement à travers notamment l'ouverture de marché via des contingents tarifaires qui sont des autorisations d'importer des produits avec des taxes d'une certaine quantité avec des taxes moins élevées. Et depuis 2006, on constate un fort développement des contingents qui sont mis en place, une ouverture accrue du marché. Ça, c'était pour quelques éléments. Maintenant, je vais faire plutôt un tour d'horizon des principaux acteurs du commerce mondial, en commençant par le Brésil, le leader mondial, en tout cas sur les marchés internationaux. C'est aujourd'hui le deuxième producteur de viande de volaille mondiale, essentiellement du poulet, premier exportateur en valeur. C'était le premier fournisseur de l'UE en 2017, mais ce n'est plus que le deuxième en 2018, pour un certain nombre de raisons, notamment liées aux sanitaires sur de mauvaises qualités sanitaires des produits qu'ils exportaient en fait in fine vers l'Union européenne. Et il exporte vers l'Union européenne chaque année l'équivalent de 40% de la production française de poulet.
ce qui n'est pas rien. Et en plus, surtout, le fait est que c'est sur des produits à forte valeur ajoutée, du filet qui est destiné notamment à des segments qui sont aujourd'hui les segments relais de croissance pour la consommation de volaille en Europe, que sont ce qu'on appelle le food service, la restauration en domicile et tout ce qui est produit transformé. Sur la Thaïlande, le fait marquant, ça a été en 2006, c'est une filière très fortement orientée vers l'export. En 2006, la filière a dû se remettre en question, comme elle était très exportatrice, ils ont été touchés par de l'influenza aviaire et ils ont dû complètement revoir l'organisation de leur filière, à la fois en termes de biosécurité, renforcer considérablement la biosécurité à tous les niveaux de la filière, et aussi développer des produits qui peuvent, notamment des produits cuits, qui ne sont pas soumis à restrictions de commerce en cas d'influenza aviaire. Aujourd'hui, c'était le deuxième fournisseur historique de l'Union européenne, ça devient le premier, et il exporte vers l'Union européenne l'équivalent d'un tiers de la production française de poulet. Et enfin, rapidement sur l'Ukraine, donc en 2014, c'est un concurrent qui a émergé beaucoup plus tardivement que les deux précédents, avec 2014 une entrée en vigueur de contingents, enfin une ouverture du marché européen aux viandes de volaille ukrainiennes. Et entre 2014 et 2018, l'Ukraine est passée exactement de 0 part de marché, pas de présence sur le marché européen, à 13% des importations de l'Union européenne. C'est une production considérable qui a été réalisée notamment à travers un détournement de la nomenclature douanière qui leur permet d'exporter des produits intermédiaires d'abattoirs sans limite de volume et sans droit de douane. C'est merveilleux. Et pour plus de précision, je vous invite à assister à la présentation de mon collègue Jonathan Hercule demain qui fera un point plus détaillé là-dessus. Ce qu'il ne faut pas oublier, surtout ça concerne le Brésil et l'Ukraine, c'est que ça a été des filières, leur développement a été fortement soutenu par la puissance publique. À la fois, alors le Brésil, les deux principaux outils qui ont été utilisés, ça a été plutôt finalement des mesures qui permettaient d'aligner les taux de crédit aux opérateurs sur les taux internationaux, de réduire l'écart, puisque c'était un pays avec énormément d'inflation, avec des taux de crédit très élevés, ça leur permettait de diminuer le coût du crédit, et aussi beaucoup d'opérations en capital. Et je te pense notamment à des grands acteurs financiers publics brésiliens qui sont rentrés au capital et qui ont donné des signaux de marché forts, donné des signaux forts au marché en prenant des parts dans le capital, notamment des entreprises de la viande. Toujours en 2017, notamment, il y a les fonds de pension de Petrobras, qui est une entreprise d'État au Brésil, secteur énergétique, qui possède encore près de 12% de BRF, Brazil Food. Le fonds de pension de la Banque du Brésil, il possède toujours 11% du capital de Brazil Food. Et si on regarde la BNDES, qui est le bras armé du ministère de l'Industrie, le bras financier, il possède toujours plus d'un tiers de Marfrig, qui est le numéro 2 de la viande au Brésil, et toujours un peu plus de 20% du capital de JBS, qui est le numéro 1 mondial de la viande. Sur l'Ukraine, ça a été plus mouvant avec, d'une part, des aides directes couplées à niveau de production jusqu'en 2010. Puis après, ils ont changé. Entre 2010 et 2015, ça a été des restitutions de TVA liées à des investissements. Et puis, à partir de 2015, et notamment le fait que le budget de l'État ukrainien était exsangue dû à la guerre dans l'est de l'Ukraine, ils ont transformé ça en alignant le régime fiscal, à plus des mesures fiscales, en alignant le régime d'imposition des entreprises agroalimentaires sur le régime fiscal agricole qui était beaucoup plus favorable. Et toujours en mesure complémentaire, des remboursements de TVA ont été remplacés par des aides directes découplées au niveau de production, sachant que en fait, ces aides étaient transsectorielles et transproduction, mais que dans les faits, si on regarde les statistiques publiées par les différents services en charge de la distribution de ces aides, les leaders, notamment les leaders avicoles en filière œufs et en filière chair, captent l'essentiel des fonds publics. Juste aussi sur le leader MHP, il a bénéficié d'importants soutiens, d'importantes lignes de crédit de la part d'institutions financières internationales, notamment, je pense à la Banque mondiale, sur la période 2006-2017, bénéficié de 430 millions d'euros
de dollars de prêts et 275 millions de dollars de la part de la BERD, Banque européenne de reconstruction et de développement. Ce qui fait grosso modo à peu près 75 millions d'euros par an. Et l'avantage, c'est que ces taux de ces crédits sont faits avec des taux internationaux, des taux qu'on peut trouver en Europe et pas les taux qu'on peut trouver en Ukraine, plutôt des taux, on va dire, de l'ordre de 2% et pas des taux à 7, 10, 15%, comme le reflètent les conditions de crédit en Ukraine. Si on va un peu plus dans le détail maintenant sur les acteurs en les analysant, globalement, en fait, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est que vous avez ici les grands leaders des principaux pays, notamment le CP Food qui est implanté en Thaïlande, mais qui est aussi implanté en Pologne, sur une filière complète, qui a aussi des outils de transformation et de transformation au Royaume-Uni et en Belgique, et qui est aussi très largement implanté dans d'autres régions du monde. JBS, leader de la viande brésilien, qui est implanté au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas. Ça, c'est la filiale Moy Park qu'il avait racheté à Marfrig, son compatriote, mais il est aussi implanté en Amérique du Nord. Cargill, basé aux États-Unis, bien connu, qui a des filières complètes au Royaume-Uni, en Pologne, et qui a de la transformation en France, mais qui est aussi implanté en Thaïlande, pays bénéficiant d'un accord de libre-échange avec l'Union européenne, et dans un certain nombre de pays du monde, comme surtout en Asie et en Amérique centrale. MHP, leader ukrainien, qui a investi dans des outils de transformation aux Pays-Bas, en Slovaquie, pour optimiser finalement ces contingents. Et finalement, dans ces outils de transformation, les produits intermédiaires d'abattoirs étaient retransformés pour produire du filet destiné au marché européen et en plus bonus pour pouvoir bénéficier du tampon sanitaire européen, la petite pastille qui est sur l'emballage que vous pouvez trouver dans le commerce. Et récemment, ils ont annoncé leur volonté d'acquérir un opérateur significatif dans les Balkans, un opérateur intégré qui a des outils de production un peu répartis dans les Balkans. Et je n'ai pas parlé des États-Unis dans les parties précédentes, mais le fait est que il y a des événements assez récents qui sont apparus. C'est Tyson, qui est le numéro 2 de la volaille dans le monde, qui est le leader de loin de la production de volaille aux États-Unis. Il avait eu une phase, un moment de présence internationale. Il avait revendu ses outils à Marfrig puis JBS notamment. Et en fait, depuis 2018-2019, là, il revient sur les marchés avec une présence internationale. Donc, en ayant racheté un transformateur, plutôt un opérateur du food service et des plats préparés qui est Keystone, implanté en Thaïlande et dans d'autres pays d'Asie notamment, et en rachetant également des outils de BRF, de Brazil Food, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Thaïlande. Ce qui fait qu'il dispose maintenant d'outils de transformation en Thaïlande et de filières complètes en Thaïlande et d'outils de transformation en Europe. Donc là, on voit bien qu'il commence à avoir, on va dire, des briques qui conduisent à une optimisation finalement de ces flux entre des pays producteurs à bas coût avec des transformations plus proches des lieux de consommation. Et si on regarde un peu la dimension, la taille de ces opérations, on est sur des tailles, vous avez ici, alors il manque quelques données, ils ne sont pas complètement à jour, notamment sur la répartition, mais vous avez deux stratégies qui se distinguent parmi les opérateurs mondiaux. Ceux qui ont une base assez restreinte, notamment je pense à Tyson, qui est un grand producteur, mais qui a essentiellement sa production basée aux États-Unis, et d'autres tels JBS qui ont des pôles de production répartis sur plusieurs continents. Ceci dit, si on garde à peu près la production si on regarde la production par exemple de JBS, elle est à peu près équivalente à 4 fois la production française de poulet. Rien qu'une entreprise fait 4 fois la production française de poulet. Et si on regarde notamment Cargill, sa production mondiale de poulet est à peu près équivalente à la production française. Et si on regarde en termes d'opérateurs, déjà ce qu'on peut constater, c'est que les opérateurs européens sont peu, voire pas du tout internationalisés par rapport aux autres opérateurs, essentiellement présents sur le continent européen, et qu'en plus leur taille est sans commune mesure avec les leaders mondiaux. En quelques termes, les facteurs qui aujourd'hui prennent de l'importance dans les facteurs mondiaux sont, à mon sens, au nombre de 4. On pourrait affiner, mais globalement, c'est
accéder aux facteurs de production au meilleur coût. Je pense notamment à la dimension matières premières pour l'alimentation qui pèse très lourd dans le coût de production final du produit, mais également ça peut être de la main-d'œuvre. Je ne parle pas forcément de salaire, je parle de coût total de la main-d'œuvre, incluant une notion de productivité derrière. L'autre facteur déterminant, c'est les économies d'échelle. Aujourd'hui, pour compenser certains désavantages structurels tels que l'accès aux matières premières, il y a des structures, et notamment pour amortir, pour diluer un certain nombre de coûts d'investissement non productifs. On peut moduler sur le sanitaire, mais un certain nombre d'investissements qui ne sont pas immédiatement productifs, pour diluer ce poids des investissements. Les outils qui se montent, les structures qui se montent sont de grande dimension. À peu près, pour vous donner une idée, le rapport entre la taille d'un élevage en France et en Ukraine, elle est de 1 à 20. Des organisations fortement intégrées vers des modèles, les filières qui émergent maintenant sont généralement en intégration totale, c'est-à-dire que ça va du couvoir, usine d'aliments, élevage, transformateurs, conditionneurs, qui sont la propriété d'un même groupe. Et le quatrième pilier, je dirais, c'est autour d'une techno mondiale qui est largement diffusée, auquel les opérateurs ont facilement ont accès, et sur finalement la gestion de l'information derrière tout ça. Et que l'industrie de la volaille mondiale aujourd'hui, c'est une industrie du centime. C'est ça qui drive la réflexion de tous ces opérateurs. Dans ce contexte, je vais faire un petit focus sur le Brexit, qui est un enjeu majeur pour l'équilibre du marché européen de la viande de volaille. Le Royaume-Uni, aujourd'hui, c'est 15% de la population européenne, 20% de la consommation de volaille, et de 1/3 à la moitié des importations de volaille en provenance des pays tiers. Le Royaume-Uni en apporte 240 000 tonnes directement en provenance des pays tiers, et 145 000 tonnes estimées qui passent par les Pays-Bas et qui sont exportées vers le Royaume-Uni. L'Union européenne exporte 450 000 tonnes, dont 110 000 tonnes rien que la filière polonaise. Et c'est d'une importance particulière puisque finalement, en cas de Brexit dur, alors modulo tout le vaudeville récent autour du Brexit, mais en cas de Brexit dur, ce seraient des quantités relativement conséquentes de viande de volaille européenne qui ne trouveraient pas de débouchés et des viandes des pays tiers qui pourraient rentrer sur le marché européen sans débouchés. On l'a dit, en termes de perspective, c'est la perte d'importance juste relative de l'Union européenne, mais relative, puisque si en termes de part du marché mondial, ça décline, on voit quand même que les grands opérateurs mondiaux ont un intérêt à avoir une présence sur un marché qui valorise bien quand même la viande de volaille, et surtout dans une logique d'équilibre matière où finalement l'Europe est plus demandeuse de filets, d'autres régions étant plus demandeuses de viande rouge. Avec des opérateurs très compétitifs sur les intrants, sur la main-d'œuvre et sur les modèles économiques, on l'a dit, et un contexte Brexit et ALE. Alors derrière Brexit, ALE, il y a tout ce qui est négociation de Mercosur et la déstabilisation potentielle du marché européen, et particulièrement de la filière française, qui est une filière où on le voit, la part des importations est déjà extrêmement forte. Les importations provenant du marché de concurrents européens, de l'ordre de 40 à 45% en poulet, et une filière fragile malgré d'importants investissements en cours. Bonjour à tous, merci. Merci François. Je dois d'abord dire une chose, c'est que presque la totalité du travail qui a été fait, c'est François qui l'a fait. Donc on va saluer son auteur. Ensuite, on a fait un choix qui était de partir de la situation mondiale pour sauter immédiatement après quelle place pour les filières françaises. Et réinsister sur le dernier propos de François sur l'impact majeur du risque Brexit pour l'aviculture française. Le constat, pour continuer le constat avant de voir quels plans d'action, le constat, c'est un déficit qui continue à grandir. C'est très mécanique. C'est d'un côté, on voit que les importations augmentent, on voit que les exportations diminuent, et donc le solde grandit et devient de plus en plus négatif. Maintenant qu'on a fait ce constat, qu'on a fait cette analyse mondiale, c'est qu'est-ce qu'on fait et quelle est notre place au niveau des filières françaises.
avec d'abord une erreur, j'aurais pas dû mettre notre atout, j'avais commencé par un, puis ça devrait bien sûr être parmi nos atouts, on en a, et mentionner ici quelque chose que l'on dit très souvent, mais qui est d'un côté que nous avons cette filière française avicole qui est très diversifiée, tant au niveau des espèces que des différents modes de production. Et il est important de spécifier sur ce point qu'il faut dire très clairement non aux fondamentalistes qui, je pense que c'est un nouveau terme qu'il faut qu'on utilise, ONG, c'est beaucoup trop soft. Fondamentaliste, au moins on sait où on habite. Ces fondamentalistes, aujourd'hui, veulent un seul modèle de production. Et nous devons tous affirmer qu'il doit y avoir plusieurs modèles de production, plusieurs offres qui répondent à plusieurs demandes de plusieurs formes de consommateurs qui existent dans notre pays. Ensuite, notre filière, elle est très orientée sur le service client en local. Mais aussi sur l'aspect du local, du mot local, soyons clairs, la définition du local, je crois que c'est d'abord France et non pas 15 km à la ronde, parce qu'on a un énorme hiatus aujourd'hui entre un local que l'on estime à 10 ou 50 km et puis après le reste, entre guillemets, on s'en fout et on ne s'occupe plus de l'origine et de l'étiquette. Et il est important que le consommateur français, que le consommateur européen, et pour revenir au consommateur français, il est important que l'information sur l'origine existe non seulement, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, sur les produits que nous trouvons en retail, en magasin, dans l'emballage consommateur, mais il est important également que l'on ait cette information pour les produits transformés partout et que l'on ait cette information aussi dans les autres lieux où l'on consomme de la viande de volaille, que sont les différentes formes de restauration, mais aussi l'industrie de transformation qui, après, va livrer ses produits soit en emballage consommateur, soit aux différentes formes de restauration. Et il est très important que l'on affirme et que l'on affiche cette volonté, cette notion de transparence qui a été évoquée ce matin quand on parlait de marketing, sous une certaine forme. Et donc, il est très important demain, dès aujourd'hui, et demain plus encore, que cette information sur l'origine, et bien sûr volaille française, pour ce qui nous concerne, soit affichée sur le produit, quel que soit le mode et le lieu de consommation. Notre faiblesse, c'est le revers de cette diversité. C'est tout au long de cette filière qui offre cette gamme locale ou régionale partout en France à des surcoûts monumentaux liés au manque de spécialisation. Et il est important, et je voulais ici vous donner, partager avec vous un travail que François a préparé et qui montre que sur 3 blocs de pays à l'échelle européenne, si on prend la majeure partie des pays, peu importe l'unité, c'est quelque part le coût de la main-d'œuvre totale. D'un côté, on a des pays, notamment la Pologne, qui vont être la moitié moins chers, et on a la France, qui va être 3 fois plus chère. C'est-à-dire qu'entre la France et la Pologne, on va à un écart de 1 à 6. Donc, cette situation n'est tenable que dans un service client, dans une identification produit, oui, mais nous devons aller vers des modèles de rationalisation et de spécialisation pour le moins régional afin d'améliorer ces éléments de compétitivité tout au long de la filière, y compris pour le maillon que je peux représenter, les abattoirs. Et dès aujourd'hui, si je fais le lien avec le plan de filière, c'est donc les 2,7 milliards d'investissements qui ont été annoncés pour reconquérir le marché français, puisque si aujourd'hui, sur l'ensemble des volailles consommées, nous en importons 33%,
en France. L'objectif, l'ambition, le tableau de marche, c'est d'arriver à regagner, ça peut vous sembler modeste, mais 10% en 10 ans, c'est-à-dire 1% par an. Et si on y arrive, ce serait certainement moteur pour la suite, mais il faut déjà pouvoir franchir les premiers pourcents. Et nous devons être capables, surtout, de reconquérir là où nous avons perdu pied, là où nous n'avons pas accompagné la croissance de la consommation, que sont les secteurs de la restauration, sous toutes ses formes, c'est-à-dire c'est tout ce qui est hors domicile, ça inclut les sandwichs, c'est très important, et bien sûr l'industrie de transformation qui après va alimenter les différents moyens d'atteindre le consommateur. Tout à l'heure, François nous a évoqué l'Ukraine. Tout à l'heure, ou à l'instant, je viens de vous dire que nous sommes volontaristes dans notre filière pour investir de manière massive sur les années qui viennent, sur tous les maillons qui concernent notre filière. Mais il faut qu'on soit clair également qu'à défaut d'avoir de l'argent dans le grand plan d'investissement qui n'aurait sans doute pas beaucoup de moyens à offrir à notre filière aujourd'hui, il est important que nos gouvernants défendent les intérêts de nos filières européennes sur l'échiquier mondial. Et je vais vous l'illustrer par la dernière opération. François a évoqué qu'un opérateur ukrainien est en train d'acquérir un opérateur slovène, pour être très précis, et sollicite un financement de 100 millions d'euros ou de dollars, parce que je ne sais plus, auprès de la BERD, la Banque européenne de reconstruction et de développement, qui est financée par l'Union européenne, mais aussi de manière significative directement par la France, et que la BERD est sollicitée actuellement pour financer ces 100 millions d'euros pour cette acquisition. Une acquisition où le propriétaire est un Russe, pour le vendre à un Ukrainien, financé par notre argent, nous Européens, nous Français, et tout ça pour distribuer 80 millions de dollars par an de dividendes à l'actionnaire concerné. Cherchez l'erreur, et je pense, et je suis certain, puisqu'on a profité des échanges à quelques-uns dans la filière aujourd'hui encore pour travailler ce sujet et communiquer dans les prochains jours notre ras-le-bol par rapport à ce phénomène, mais je me permettais d'y revenir par rapport à un cas précis. Alors, demain, c'est quoi ? Demain, on peut regarder le verre à moitié vide, et s'il est à moitié vide, nous allons très rapidement, en quelques minutes, être capables de faire la liste qui ferait que nous pourrions encore plus le vider. Mais le verre, il est aussi à moitié plein, et c'est aussi notre challenge, tous ici, tous les maillons de la filière, dans ce qu'ils font tous les jours, hier, aujourd'hui et demain, et de voir comment, avec ces différents plans d'action qui sont en route, remplir à nouveau ce verre et garder la part de marché qui nous concerne. Excusez-moi, j'avais un slide de retard. Et merci François, et c'est François qui me l'a corrigé hier soir, et j'avais l'impression de la version précédente. Là où je voulais conclure, ça va être très simple. Je vais reprendre les propos d'un philosophe, Alain. Le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Nous, au niveau de la volaille française, nous avons fait notre choix. Merci beaucoup.